Vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Quelle belle journée sur Radio Grand Lac, votre radio de cœur, votre radio préférée, ce grand bain de la vie locale que l'on veut construire avec vous et pour vous. Nous sommes toujours en direct, 12h30. Tout juste, et nous sommes le premier vendredi du mois. Vous savez que c'est votre rendez-vous avec l'histoire, avec notre ami Julien. Donc Julien qui vient ici pendant 1 heure chaque premier vendredi du mois pour nous parler d'un événement qui a eu lieu dans l'histoire de France, dans l'histoire du monde et peut-être bientôt dans l'histoire de la Savoie, sur un événement qui s'est déroulé le même mois mais des années ou des siècles auparavant. La dernière fois, nous avons parlé de Charlemagne, de l'héritage de Charlemagne. Bonjour Julien, en fait. Bonjour Jean-Pierre. Mais je n'ai pas vu que tu étais là. Si, depuis un petit moment, oui. Mais il n'y a pas longtemps que tu es là, si. Oh, un petit peu, mais je suis tout sage, donc comme ça, voilà, je suis dans mon coin. Tu es sage comme une image. Et donc, il nous parlait de Charlemagne la dernière fois. La prochaine fois, on ira voir Jules César, comme il nous le dira. Mais aujourd'hui, nous allons aller en 1945, du 19 février au 26 mars 1945, dans le Pacifique, se déroulait la bataille d'Iwo Jima. Et donc, Julien va nous dire tout ça. Cher Julien, c'est l'histoire, c'est un domaine que l'on aime sur Radio Grand Lac, c'est la culture, et c'est à toi. Eh ben bonjour Jean-Pierre, bonjour à tous les auditeurs de Radio Grand Lac. Alors aujourd'hui, Jean-Pierre, c'est notre 10e émission. Déjà. Oui. Mais le temps passe. Et oui, tout à fait. C'est vrai que ça passe vite. Et nous allons une nouvelle fois, alors 2 mois après notre présentation de la bataille de Pearl Harbor, tu te souviens, Jean-Pierre? Bien sûr. Au mois de décembre. Le 7 décembre 1941. Tout à fait. Nous allons nous plonger au cœur de la guerre du Pacifique et plus précisément, on va dire en février-mars 1945, lors d'une bataille célèbre et une bataille terrible qui s'appelle la bataille d'Iwo Jima, qui opposait les Japonais et les Américains. Bien sûr, on est dans la Seconde Guerre mondiale et dans ce que l'on appelle la guerre du Pacifique. Alors, si vous n'êtes pas forcément féru d'histoire militaire, alors le nom d'Iwo Jima ne vous dit peut-être pas grand-chose, mais cette bataille, elle a marqué vraiment un tournant dans la Seconde Guerre mondiale. Par contre, si vous êtes cinéphile et que vous appréciez tout particulièrement l'œuvre de Clint Eastwood, vous savez probablement que les films Mémoire de nos pères et Lettres d'Iwo Jima retracent cette fameuse bataille. Mais avant de rentrer dans le vif du sujet, on va faire un peu de géographie et situer plus précisément Iwo Jima, car je me doute que dans vos esprits, c'est peut-être pas forcément très clair. Alors pour cela, Jean-Pierre, une petite question. Oui. J'imagine que tu situes facilement le Japon. À peu près, oui. Bon, alors tu vas prendre ta belle marinière. En plus, oui. Je crois que tu en as acheté une il n'y a pas longtemps. Oui, tout à fait. Tu fais cap au sud-est depuis Tokyo. Tu parcours exactement 1046 km et tu vas tomber sur une île. En fait, plutôt un îlot volcanique de seulement 21 km², à la couleur un peu noirâtre, impropre à l'agriculture. Tu verras pas forcément des rivières ni de cours d'eau importants. Et cette île s'appelle Iwo Jima, l'île du soufre. Au sud de cette île culmine à 169 mètres d'altitude un mont qui s'appelle le mont Suribachi. Et plus au nord, en fait, on a progressivement un plateau qui s'appelle le plateau de Motoyama, qui va jusqu'à 160 mètres d'altitude. Alors vous allez me demander pourquoi les Américains, ils ont voulu combattre en février-mars 1945 pour un territoire qui est perdu au milieu du Pacifique. Je le répète, on est quand même à plus de 1000 km des côtes japonaises. Eh bien tout simplement parce que cette île, c'était plus qu'une île. En fait, elle comportait des choses importantes pour les Américains et pour leur future conquête du Japon, à savoir 2 aérodromes, plus un en cours de construction. Et sa, entre guillemets, relative proximité avec le Japon permettait aux bombardiers américains d'effectuer des bombardements des îles japonaises avec une escorte de chasseurs vitale pour leur protection. Ils pouvaient aller bombarder le Japon et revenir avec une escorte. En fait, jusqu'alors, la base principale américaine, elle se situait dans les îles Mariannes et elle était située bien plus loin, à 2257 km. On est vraiment dans la précision au kilomètre près. Ah oui, là, tu es très fort aujourd'hui. Et donc, bien trop éloigné pour permettre un aller-retour sécurisé par le Japon. Les bombardiers, ils avaient une autonomie suffisante pour parcourir ces 2257 km. Le problème, c'est que les chasseurs, qu'on appelle des chasseurs d'escorte, qui protégeaient ces bombardiers, eux avaient une autonomie insuffisante. Vous savez qu'un chasseur a un réservoir bien plus petit qu'un bombardier, et donc ils ne pouvaient pas faire l'aller-retour avec les bombardiers. Et ça laissait seuls les bombardiers bombarder le Japon. Et vous imaginez que ça pouvait causer quelques dégâts, parce que forcément, il y avait de la défense antiaérienne, des chasseurs de défense du côté du Japon. En fait, Iwo Jima, c'était, selon l'expression, un porte-avions permanent. Et en prendre possession permettait de sécuriser les vols des bombardiers menant des raids, qu'on va dire, incessants.
L'enjeu est alors crucial pour mettre fin rapidement à la guerre, du moins c'est ce que l'on pensait du côté des Américains. Mais vous imaginez que si les Américains ils savaient qu'Iwo Jima était vital pour la suite de la guerre, les Japonais ils s'en doutaient aussi, et ils n'allaient pas facilement en laisser la conquête. D'autant plus que Iwo Jima, c'est pas une simple île, comme je l'ai dit tout à l'heure. C'est bien sûr, comme je l'ai dit, un porte-avions, on va dire, permanent, mais c'est aussi un territoire japonais sacré, qui appartient vraiment, c'est du sol japonais. C'est pas une île qui a été conquise par les Japonais et que les Américains ont repris. Là, c'est vraiment une partie historique du Japon. Et donc, vous comprenez que les Japonais vont se défendre pied à pied, même si la guerre, on le sait, là on est au début de l'année 1945, elle est d'ores et déjà perdue. En effet, partout, les Américains progressent. Les Philippines sont libérées depuis le mois de septembre 1944. Et les îles, auparavant occupées par les Japonais, comme Guadalcanal, Guam, Saipan, sont tombées les unes après les autres. C'est ce qu'on appelle la stratégie du saut de puce. Et de par sa situation stratégique, les Japonais ont demandé à un général qui s'appelle Tadamichi Kuribayashi. J'y suis arrivé du premier coup. Jean-Pierre, est-ce que tu peux le répéter ? Redis-moi. Tadamichi Kuribayashi. Tadamichi Kuribayashi. Oui, c'est pas mal. Et donc, il demande à ce général de prendre la tête de la garnison et d'organiser la défense de l'île. Le général Kuribayashi, c'est pas n'importe qui, il a l'expérience des combats, il a participé à la prise de Hong Kong en 1941, mais surtout, il connaît bien les Américains et leurs méthodes pour y avoir vécu 2 ans. Et il a même fréquenté la célèbre école de Harvard. En fait, on l'a pris bien sûr pour ses capacités militaires et stratégiques, mais on l'a pris aussi parce qu'il connaît les Américains, leurs méthodes, et aussi, c'est très important, leurs moyens de production et leur capacité à pouvoir se mettre à 100% dans un conflit et pouvoir bénéficier d'un outil industriel qui est, en 1944-1945, unique au monde. Iwo Jima, elle est défendue par 22 000 soldats japonais de la 109e division d'infanterie. Retenez bien ce nombre, 22 000. Au moment de la bataille, ils ne peuvent compter ni sur l'aviation, enfin, quand je dis ni sur l'aviation, c'est seulement 11 appareils disponibles. 11, vous imaginez que c'est pas forcément suffisant, ni sur la flotte impériale qui a été lourdement battue lors d'une fameuse bataille qui s'appelle la bataille de la mer des Philippines, les 19 et 20 juin 1944. Où presque l'intégralité de la flotte qui était aux environs des Philippines a été coulée. Les avions abattus, les Américains, devant la facilité d'abattre les avions japonais, ont appelé ça le tir au pigeon de la mer des Philippines. Tellement ça a tiré et que c'était facile pour eux parce qu'il y avait quand même une différence tant du côté qualitatif que quantitatif. Donc face à ces 22 000 hommes, les Américains préparent une force d'invasion qu'on va qualifier de gigantesque, avec 70 000 hommes répartis en 4 divisions, dont une en réserve. Ces 70 000 hommes, ils sont aguerris, commandés par des généraux ayant participé au combat de la guerre du Pacifique depuis 1941. Donc ce sont des généraux qui ont l'expérience des combats et l'expérience des assauts amphibies, parce que vous savez que ils prennent les îles les unes après les autres. Et en plus de ces hommes, il y a un soutien maritime qui est aussi colossal, avec 450 navires, 11 porte-avions d'escorte, 8 cuirassés, sans compter les centaines d'avions, chasseurs, bombardiers, transporteurs de troupes de la 7e US Air Force. Quand je parle d'US Air Force, c'est en fait l'aviation américaine. Alors, comment faire face à une telle démonstration de force ? Il y a plusieurs solutions. Le premier, c'est plus pratique, c'est en ravitaillant au mieux les troupes japonaises. Mais, problème, les Américains, ils étaient à la fois maîtres des mers, les navires de transport qui allaient ravitailler, du moins au début de l'année 45, fin 44, début 45, Iwo Jima furent coulés les uns après les autres, et seuls quelques bateaux de commerce arrivaient à passer, mais ces bateaux de commerce étaient de faible tonnage et bien insuffisants pour ravitailler les plus de 20 000 hommes sur place. La deuxième solution, c'était en comptant sur les officiers expérimentés, et donc là, les Japonais en avaient en nombre. Le Japon était en guerre depuis 1937, vous savez, on en a parlé au mois de décembre, lors de la campagne, la bataille de Pearl Harbor, où on expliquait que les Japonais étaient déjà en guerre en Chine. Donc, on a déjà des officiers qui comptent 7-8 ans de guerre. Et ils pouvaient compter, outre le général Kuribayashi, sur des officiers expérimentés. On va en citer un exemple qui s'appelle le baron Nishi, qui est un officier spécialisé dans les chars. Et pour la petite anecdote,
il était champion olympique d'équitation aux Jeux Olympiques de Los Angeles. Et donc, il était très populaire à la fois au Japon, mais également aux États-Unis, puisque les JO de Los Angeles se sont déroulés aux États-Unis. Et donc, le baron d'Ishii connaissait bien les Américains le connaissaient bien. Ces officiers, ils étaient également pleinement dévoués à l'empereur. Vous savez que le Japon de l'époque était un empire, et donc c'était un empereur qui gouvernait, comme aujourd'hui d'ailleurs, l'empire chinois. Et ces officiers n'hésitaient pas à se donner la mort plutôt que de tomber aux mains de l'ennemi. Et c'est bien sûr aussi un ordre qu'ils donnaient à leurs hommes. Les hommes souvent préféraient se suicider plutôt que d'être faits prisonniers. Et troisièmement, en organisant une défense astucieuse et en se servant du relief particulier de l'île d'Iwo Jima, car en fait Iwo Jima a un atout de taille. C'est une île volcanique, à la pierre très résistante, et les Japonais vont petit à petit creuser des abris, des galeries souterrains, pour faire de chaque secteur de l'île un point fortifié. Je vous ai dit qu'il y avait au sud le mont Suribachi, ce sera vraiment une forteresse. Ils vont pendant des mois et des mois, les soldats japonais vont manier la pelle et la pioche plus que le fusil pour se bâtir des protections pour eux-mêmes et aussi pour tout le matériel. Vous imaginez bien que les Japonais ont des canons, parfois quelques chars qu'ils vont pas pouvoir employer mais qu'ils vont enterrer. Ils ont aussi des gros calibres et donc il faut tout y camoufler. Et donc pour ça, les Japonais vont creuser 20 km de réseau enterré pour mettre 334 canons camouflés et 1500 grottes. Donc vous imaginez que 20 km de réseau enterré pour une île de seulement 21 km², vous imaginez qu'il y a un réseau très dense de souterrains pour permettre aux Japonais d'être à l'abri et d'éviter notamment les bombardements. Depuis, les Japonais ils sont fanatisés par l'envie de défendre leur propre sol, la terre de leur patrie en fait, et ils avaient reçu un ordre simple, celui de ne pas mourir avant d'avoir tué au moins 10 soldats américains. Et ils avaient aussi un ordre particulier, c'était de viser en priorité les médecins militaires, très précieux pour soigner les blessés, et ils savaient que les Américains étaient prêts à sacrifier plusieurs de leurs hommes pour sauver un médecin. Donc l'ordre c'était pas mourir avant d'avoir tué 10 hommes et en priorité viser les médecins. En fait, les Japonais voulaient saigner l'armée américaine et entamer un véritable bras de fer psychologique. Et les Américains, ils n'ont pas perçu immédiatement la difficulté et l'état-major pensait prendre l'île en seulement 4 jours grâce à un bombardement intensif de l'île. Et quand je vous dis intensif, le mot est faible puisqu'il n'y a pas eu moins de 72 raids aériens entre août et novembre 1944 et à partir de décembre, sachant que la bataille commencera en février, des bombardements navals. On va faire une petite pause musicale avant de reprendre un peu sur... C'est très fourni, encore une fois, c'est très profond comme exposé, donc il faut quand même qu'on coupe un petit peu. On va faire une petite pause pour permettre aux auditeurs de récupérer. Il reste au Japon durant cette pause avec Big in Japan. Ouais, Alphaville. Ça te parle tout ça? Ah, tout à fait. C'est parti, on y va tout de suite. Radio Grand Lac, à Aix-les-Bains et autour du lac du Bourget, votre radio. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Eh bien, rebonjour à toutes et à tous. Alors, merci Radio Grand Lac d'avoir trouvé une chanson sur le thème de l'émission d'aujourd'hui, puisque on est bon quand même. Big in Japan, voilà. Bravo, puisque nous sommes bien sûr sur le sol japonais à Iwo Jima pour parler de la bataille d'Iwo Jima de février-mars 1945. On a vu avant la pause musicale que les Américains avaient entrepris des bombardements massifs de l'île d'Iwo Jima afin de préparer le terrain, des raids aériens, des bombardements navals. En fait, au total, on a calculé que 300 000 obus furent tirés. Et en fait, 300 000 obus, c'est 14 par centimètre carré. Donc, on peut s'imaginer que l'île, avant le débarquement, est complètement dévastée. Et en fait, le bombardement d'Iwo Jima, c'est le plus long de toute la guerre du Pacifique. Donc, on a vraiment un travail de préparation par des bombardements très importants. Alors, les Américains pensaient que ces bombardements suffisaient, que la résistance japonaise était déjà balayée et que ce serait en fait une simple formalité. Mais vous vous doutez bien que si cette bataille, elle est restée dans les mémoires, ce ne fut pas une promenade de santé, mais bien un combat âpre mené, et je n'exagère pas, mètre après mètre. En fait, les Américains imaginaient à tort que le moral des Japonais était bien sûr entamé après ces raids aériens et ces bombardements, et que devant une telle démonstration de force, ils n'allaient avoir comme solution que la reddition. Les Américains, pour prendre pied sur Iwo Jima, avaient élaboré un plan qu'on appelle l'opération Detachment,
détachement, voilà, qui consistait en fait à prendre d'un côté le mont Suribachi pour ensuite prendre les aérodromes. Alors là, c'était le job de la 5e division de Marines et de constituer ensuite une solide tête de pont pour s'emparer, bien sûr, du gros morceau, on va dire, le plateau Motoyama et le nord de l'île, ça avec la 4e division de Marines. Nous sommes le 19 février 1945, jour J de l'attaque. Le débarquement est prévu à 9h01 et les 30 000 Américains présents sur les barges de débarquement sont confiants. Mais ils ne se doutent pas que les bombardements n'ont eu aucun effet, voire pire, ils ont aggravé les choses. Comme je vous l'ai dit, Iwo Jima, c'est l'île du soufre, et quand les obus pour préparer le débarquement sont tombés sur l'île et sur les plages, en fait, vous avez des sortes de petites particules fines, puisque le soufre est une matière très légère, qui volait un peu dans l'air, et donc la dense poussière soulevée empêchait une bonne visibilité pour les bombardements de soutien de l'artillerie. Donc vous imaginez qu'en fait, ils arrivent un peu à l'aveugle. Le sentiment de supériorité des Américains, il se voit aussi par les dernières photographies aériennes d'Iwo Jima, parce que vous imaginez bien qu'après chaque bombardement, il y avait des photos aériennes qui étaient prises, et ces photos, elles ne montraient aucune présence humaine au sol, et peu, voire pas de défense, tellement en fait le camouflage des Japonais était efficace, puisque comme je vous l'ai dit, ils étaient terrés dans des grottes, dans des galeries, dans des souterrains. Première minute du débarquement, les hommes débarquent et il ne se passe rien. Hommes et matériel se massent sur les plages. Or, les plages avaient des noms de code. Vous savez, on connaît en Normandie Omaha Beach, Juno Beach, Utah Beach, etc. Et là-bas, pareil, il y avait des noms de code. Alors là, ce sont des couleurs. Red, green, yellow. Rouge, vert et jaune. Et ces plages deviennent rapidement saturées. En fait, on a plusieurs milliers d'hommes qui sont massés sur une plage de quelques mètres, on va dire, de profondeur. Et il faut, en plus des hommes, faire débarquer le matériel, les chars, l'artillerie. Et malgré ça, le temps qui passe, le débarquement s'effectue plutôt tranquillement. Rien, pas un coup de feu, pas une explosion. En fait, le calme plat. Les Japonais avaient en fait tout prévu. Ils avaient justement attendu que ces plages soient saturées pour, tout d'un coup, donner l'ordre de faire feu. Et en quelques secondes, c'est un véritable déluge de feu qui s'abat. Les balles sont tirées sur les plages et le chaos envahit très rapidement les rangs américains dont les soldats peinent à avancer. Comme je vous l'ai dit, c'est une île qui est plutôt en relief, avec un plateau d'un côté et le mont Suribachi de l'autre, et vous imaginez que les Américains qui se débarquent sur les plages sont pris en tenaille sous un feu très très intensif. La première journée se termine. À la fin de cette journée, les Américains ont perdu 2400 hommes blessés ou tués. Ils ont parcouru 1200 mètres et ils ont quand même réussi à isoler le mont Suribachi, qui est en fait le prochain objectif des Américains. L'attaque va débuter dès le 20 février et c'est le 28e régiment de Marines qui entame la montée, mais en une journée, elle n'avance que de 200 mètres sur le flanc de la montagne. Le lendemain, 21 février, les Américains sont obligés d'appeler les chars en renfort et ces chars aident les hommes à franchir la moitié du mont Suribachi. 22 février, la pluie tombe, les cendres volcaniques se transforment en une sorte de boue épaisse et en fait les fusils s'enrayent très facilement et ça force les Américains à tirer au coup par coup. Mais enfin, le sommet est en vue. Il faut donc accentuer la pression et avancer pour les derniers mètres. Et c'est le 23 février, à 10h30 du matin, que les Américains arrivent au sommet et hissent un drapeau américain. C'est le fameux Raising the Flag, photographie ultra célèbre du photographe José Rosenthal. Alors, si vous allez sur un moteur de recherche internet, que vous tapez Iwo Jima, c'est cette photo qui arrive dans les premières occurrences. Vous voyez, c'est des soldats américains qui sont en train de hisser la bannière étoilée. Et cette photo, elle devient en fait le symbole non seulement de la guerre du Pacifique, mais aussi du sacrifice des Marines américains. Mais ça, on en parlera un peu plus tard. Le mont Suribachi est tombé en 4 jours. Et nous nous souvenons que tout à l'heure, nous avons dit que l'état-major américain avait prévu la prise de l'île entière sur cette période. En fait, on arrive au 5e jour de combat et il reste pas moins des 2/3 de l'île à prendre, et notamment ce que l'on appelle le plateau de Motoyama, où chaque trou, chaque grotte, chaque crevasse a été fortifiée.
L'avance, elle est pénible, lente et coûteuse en hommes, mais elle est inexorable, d'autant plus que la 3e division de Marines, qui était alors en réserve, est envoyée sur le front pour aider les soldats déjà en place. Devant le terrain, alors on va dire grignoter petit à petit, c'est vraiment le terme qui convient, parce que faut pas vous imaginer des avances rapides, c'est vraiment du mètre par mètre. Le général Kuribayashi, il demande des renforts, mais comme on l'a vu, c'est très difficile pour les Japonais d'accéder à Iwo Jima, et l'état-major japonais qui est à Tokyo n'a pas les moyens d'envoyer des renforts et il ne peut envoyer au début de la bataille qu'une vague d'avions kamikazes. On va dire que l'assaut des avions kamikazes se déroule dans la nuit du 21 au 22 février. Résultat, nous avons un porte-avions d'escorte qui s'appelle l'USS Bismarck Sea qui est coulé et l'USS Saratoga qui est endommagé. Alors je vais faire appel à votre mémoire parce que nous avons déjà parlé de l'USS Saratoga. C'était lors de l'émission consacrée à Pearl Harbor et en fait ce porte-avions il était en réparation au moment de Pearl Harbor. Il a donc été épargné par l'assaut japonais. Et c'est pour ça qu'on le retrouve là, à Iwo Jima. Comme quoi, bien sûr, parfois l'histoire, côté américain, est plutôt bien faite. Parce que si vous imaginez qu'il n'était pas en réparation, il aurait été à Pearl Harbor. Et il se peut qu'il aurait été coulé à cette occasion. Nous allons parler un peu plus en détail des jours suivant l'attaque d'Iwo Jima, mais est-ce qu'on ferait pas une petite pause musicale, Jean-Pierre ? Si tu veux, Julien, avec bonheur, il est 12h56, nous sommes toujours en direct, c'est une autre histoire, c'est Julien qui nous parle donc des grands événements de l'histoire du monde, et là nous allons faire une petite pause musicale, on se retrouve tout de suite, 92.1, radiograndlac.com, ne quittez pas, on arrive. À Aix-les-Bains, à Chambéry et bien plus encore, Radio Grand Lac vous accompagne sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac. Alors, nous revoilà donc sur l'île d'Iwo Jima. Nous sommes en février-mars 1945 et comme nous l'avons vu, les Américains ont pris pied sur l'île et avancent, on va dire, très, très péniblement. Pourquoi est-ce qu'ils avancent aussi péniblement ? Parce que Kuribayashi, il a souhaité rompre avec une tradition des soldats japonais qui était en fait les charges suicidaires, qu'on appelle les charges banzai, et il préfère en fait organiser des replis, des retraites, afin de mieux se réorganiser et ensuite frapper au moment opportun. Les charges banzai, en fait, elles ne seront utilisées qu'en ultime recours. Nous sommes le 24 février à J+5 et l'aérodrome numéro 1 tombe enfin. Le résultat, il est bien maigre face aux assauts répétés des Américains qui, pour débusquer les Japonais, utilisent grenades et lance-flammes. On est vraiment dans une guerre pied à pied. Enfin, c'est vraiment très âpre comme condition de combat. Il faut en fait attendre le 3 mars à J+12 pour que les Américains sécurisent le secteur appelé Midgrinder, le hachoir à viande, signe de la violence des combats. Vous vous souvenez, nous sommes déjà à J+12, la bataille est loin d'être terminée. L'état-major avait proposé un plan d'attaque au début de l'invasion qui proposait la prise de l'île en seulement 4 jours. Et ben là, on est déjà à J+12. Nous sommes donc au 4 mars. Le premier B-29, c'est des bombardiers japonais, de retour du Japon, atterrit en catastrophe et l'aérodrome numéro 1, qui a été pris le 24, il est le 4 mars opérationnel. Nous sommes le 11 mars à J+20. Les Japonais sont concentrés sur 2 poches de résistance, réduites au nord de l'île et opposent toujours une résistance opiniâtre. Vous constatez que, bien sûr, les Japonais se défendent même très bien, mais que devant l'ampleur de l'attaque des Américains et devant leur capacité à pouvoir renouveler leurs forces, les Japonais n'ont pas d'autre choix que de se replier et d'être tués. Certaines nuits, les Japonais ils lancent des contre-attaques et ils repartaient se terrer dans leur cachette. Vous imaginez que la nuit, c'est plutôt calme, forcément, il fait noir, les bombardements cessent plus tôt. Les Japonais, ils profitent de ces accalmies pour sortir de leur trou, frapper les camps américains et ensuite repartir. Il y a même parfois des Japonais qui capturent des soldats américains en pleine nuit et ça terrorise les Américains qui ne peuvent pas profiter de la nuit pour se reposer quelques heures. En plus des pertes, le moral des Américains, il est bien sûr atteint, mais pas anéanti, car le haut commandement américain sait que cette bataille peut être un tournant dans cette guerre. Je vais citer un exemple, la 3e division de marine, qui a mis 18 jours pour parcourir seulement 8 km. Nous sommes loin des grandes contre-offensives de Patton pendant la bataille des Ardennes, où les chars avançaient de plusieurs dizaines de kilomètres par jour. Là, pour faire 8 km, on a mis 18 jours. En fait, le général Kuribayashi, il sent la défaite proche et il envoie un message à Tokyo.
et je vais vous le lire. En français, pas en japonais, je vous rassure. Toutes les unités combattantes survivantes ont éprouvé de lourdes pertes. Je regrette infiniment d'avoir concédé à l'ennemi une partie du territoire japonais, mais je me console en lui faisant subir des dégâts importants. En retour de ce message radio, le Japon n'envoie pas de renfort, parce qu'il n'en a plus la capacité, il n'en a plus les moyens, mais il lui envoie, en guise d'encouragement, une chanson. Une chanson diffusée par radio sur tous les haut-parleurs d'Iwo Jima, qui s'appelle le chant d'Iwo Jima, qui est chanté par des enfants de Tokyo, et qui souhaite donner un peu de courage supplémentaire aux soldats japonais. Nous sommes en fait à la fin du mois de mars, le 21, nous sommes à 31 jours après le premier débarquement américain, et Kuribayashi, il annonce que tout est perdu, mais que malgré la faim et la soif, ces hommes sont toujours aussi déterminés à se battre jusqu'au dernier. Nous sommes le 21 mars, les soldats japonais n'ont rien bu ni rien mangé depuis 5 jours. Les Américains, ils sont un peu lassés de perdre pied, on va dire, de s'enliser plutôt dans cette bataille, et donc ils déploient alors les grands moyens explosifs pour faire exploser toutes les galeries, et ils amènent même des tanks doseurs, ce sont en fait des bulldozers blindés, afin d'obstruer les cavités et enterrer vivants les Japonais qui se terrent dans leur cache. On assiste en fait à la guerre dans toute sa cruauté. Dans la nuit du 25 au 26 mars, la fin de la bataille approche, les Japonais lancent un ultime assaut, une charge bonsaï contre les aviateurs américains. Pourquoi des aviateurs et pas des Marines ? Parce que ces aviateurs sont moins habitués à combattre au corps à corps et ils sont moins habitués au combat sur terre. Ce sont des aviateurs, ils sont plutôt dans leurs avions. C'est une charge de la dernière chance. Bien sûr, elle n'avait aucune chance de renverser le sort de la bataille, mais les Japonais préféraient aller vers la mort plutôt que tomber prisonniers, signe du déshonneur pour eux et aussi pour leur famille. Au matin du 26 mars, nous sommes 36 jours après le début de la bataille est terminée. Enfin, pas tout à fait. Parce que, en fait, les derniers soldats japonais, ils se sont rendus le 6 janvier 1949, 3 ans et demi après la fin de la guerre du Pacifique. Vous imaginez qu'il y a certains soldats qui étaient encore terrés dans des cavités, et ben ils ont survécu comme ça, ils ont mené une sorte de guerre pendant encore 3 ans et demi après la reddition japonaise. Le bilan de la bataille, il est terrible. En fait, sur les 22 000 soldats japonais déployés, seulement 216 furent faits prisonniers. Et sur ces 216, il y en a seulement 22 qui se sont rendus de leur propre initiative. 22 sur 22 000. La garnison japonaise est totalement anéantie. Côté américain, 24 093 hommes furent mis hors de combat, blessés ou tués. Et en fait, c'est un quart des Marines tués durant l'ensemble de la Seconde Guerre mondiale. Et ben, un quart des Marines tués l'ont été pendant la bataille d'Iwo Jima. Un quart des médailles of honor, les Medal of Honor, pour ceux qui connaissent les jeux vidéo, vous savez de quoi je parle. Et ben, en fait, ce n'est pas seulement qu'un jeu, mais aussi une médaille prestigieuse décernée aux soldats américains. Et ben, un quart des Medal of Honor décernées pendant la Seconde Guerre mondiale l'ont été attribuées durant la bataille, signe de la violence des combats et du courage des Marines. Et c'est aussi la seule fois de la guerre du Pacifique que les pertes américaines seront supérieures aux pertes japonaises. Le prix à payer était lourd, mais en fait la prise des aérodromes a permis l'atterrissage sur Iwo Jima de 2251 bombardiers en difficulté. On a en fait 24 000 morts côté américain, mais si on multiplie le nombre d'hommes par bombardier, 11 hommes, que l'on multiplie tout ça par 2251, et ben on peut dire qu'en fait le sacrifice de 24 000 soldats américains a permis de sauver près de 23 000 aviateurs, parce qu'ils ont pu maintenant atterrir plus proche des côtes japonaises. Pour les Américains, Iwo Jima, c'est plus qu'une île. En fait, cette bataille, elle a été élevée au rang de mythe. Et le souvenir est encore très présent aujourd'hui aux États-Unis. Le drapeau historique de la photographie Raising the Flag, il est présent dans le hall du siège du FBI à Quantico. Les soldats américains présents sur la photo ont été érigés au rang de héros, enfin, du moins ceux qui ont survécu à une partie de la bataille, et furent envoyés aux États-Unis afin de soutenir l'aide financière en faveur de la guerre. Vous savez que l'argent est le nerf de la guerre et il fallait en fait que les Américains contribuent financièrement à la guerre, et donc on a demandé à ces héros, enfin, en tout cas ceux que l'on a pu identifier, puisqu'on a su après que les Américains s'étaient trompés et qu'ils avaient pris en fait un soldat qui n'était pas sur la photo, mais pour éviter d'avouer leur erreur, ils ont
ils l'ont pris avec eux pour faire cette tournée pour avoir des financements et demander aux Américains de contribuer financièrement à la guerre. Et en fait, cet épisode des soldats américains qui sont envoyés en tournée, il est retracé dans le film Mémoire de nos pères, dont je vous parlais au début de l'émission, qui a été réalisé par Clint Eastwood. Il y a également une sculpture monumentale du Raising the Flag, qui est présente au cimetière militaire d'Arlington. C'est le principal cimetière militaire américain. Et en fait, cette statue a été érigée en hommage à tous les Marines morts au combat. Cette photographie a été déclinée en plusieurs supports, posters, timbres, médailles commémoratives, et elle est même aujourd'hui détournée afin de sensibiliser les consciences. Et j'ai en tête une une du magazine américain Times qui reprend en fait les soldats américains, mais qui ont changé le drapeau en une carotte afin d'alerter sur les dangers liés au dérèglement climatique. En fait, cette photo est tellement présente dans le conscient des Américains qu'elle est détournée et que quand on parle de courage, de bravoure et d'enjeu, on pense tout de suite à cette photographie. Le nom d'Iwo Jima, il a été donné à plusieurs navires de guerre américains, dont un navire d'assaut amphibie qui s'appelle l'USS Iwo Jima. Et Iwo Jima, c'est en fait une île à part. C'est en fait un mémorial à ciel ouvert dédié aux morts américains et aux morts japonais. Il y a encore des milliers de cadavres qui sont encore ensevelis sur Iwo Jima, notamment au niveau des aérodromes, parce qu'il fallait en priorité, mettre en état les aérodromes qui ont été pris, et on n'hésitait pas à reconstruire les aérodromes sur les cadavres des soldats, bien sûr, japonais et quelques Américains, et ils sont encore, bien sûr, ici sans sépulture. Et beaucoup considèrent, bien sûr, que cette terre, elle est sacrée. Non plus parce que c'est un sol japonais, mais parce qu'elle symbolise à elle seule la guerre et ses massacres. Et donc, il y a un monument qui a été inauguré, érigé, à l'occasion du 40e anniversaire de la bataille, en présence des représentants des deux nations, avec une inscription dans les deux langues. En fait, face à la mer, la langue du mémorial, c'est en japonais, parce que on voulait que les Japonais regardent vers l'océan. Et face à la terre, c'était en anglais, puisque les Américains ont combattu sur les terres d'Iwo Jima. Et donc, je vais vous traduire le texte qui a été écrit sur cette stèle. À l'occasion du 40e anniversaire de la bataille d'Iwo Jima, les vétérans américains et japonais se sont retrouvés une nouvelle fois sur cette terre. Mais cette fois en paix et en amis. Nous commémorons nos camarades qui ont vécu et qui sont morts ici avec bravoure et honneur, et nous prions ensemble pour que notre sacrifice à Iwo Jima ne soit pas oublié et ne se répète jamais. Si vous regardez des photographies de cette commémoration, donc du 40e anniversaire de la bataille d'Iwo Jima, vous verrez côte à côte les ennemis d'hier. En fait, vous verrez surtout des vétérans américains, parce que comme je vous l'ai dit, des vétérans japonais, il n'en restait quasiment pas. Et donc vous imaginez que 40 ans après, ils étaient presque tous morts. Et donc on voit surtout des vétérans américains avec des représentants d'une délégation japonaise. Iwo Jima, ça a été une bataille décisive, mais elle n'a pas marqué pour autant la fin des combats de la guerre du Pacifique et de la Seconde Guerre mondiale, puisque vous savez, Jean-Pierre, tu vas pouvoir me compléter que la fin de la Seconde Guerre en Europe, c'est le 8 mai 1945. J'étais en train de chercher, tu te rends compte ? Et donc, la capitulation sans condition des Japonais, elle fut signée le 2 septembre 1945 sur un cuirassé qui s'appelle le cuirassé Missouri. Et bien sûr, avant d'entamer la fameuse phrase traditionnelle de notre émission, je vais parler d'événements. Bien sûr, il y a eu, après Iwo Jima, entre avril et juin 1945, une bataille qui est très célèbre, qui s'appelle la bataille d'Okinawa, qui a causé la perte de plus de 100 000 Japonais. On voit aussi que là, ils se sont sacrifiés quasiment jusqu'au dernier. Et bien sûr, les étapes décisives de la guerre du Pacifique, ce sont les 6 et 9 août, avec le largage des bombes atomiques sur Hiroshima et Nagasaki. Mais ça, Jean-Pierre, c'est une autre histoire, cher Julien. Merci beaucoup pour cet énoncé. Alors, ce n'est pas fini, on a encore des questions. Avant les questions, on va se faire une dernière pause musicale. 13h12, nous sommes toujours en direct et c'est une autre histoire, c'est Julien. Et on écoute un dernier titre et Julien nous dira après pourquoi il avait choisi ce titre. On y va tout de suite. 24h sur 24, 7 jours sur 7, vous écoutez Radio Grand Lac sur le 92.1 FM. C'est une autre histoire. Revivez des grands événements dans la chronique de Julien sur Radio Grand Lac.
Quelle histoire, dis donc, et quelle ambiance dans les studios Nous sommes à fond. Radio Grand Lac, on était à fond. Il paraît que Marion était à fond aussi. Ah oui, et oui, puis, totalement. Et puis les cousins aussi, donc on les salue tous. Alors, Julien, pourquoi est-ce que tu as choisi ce titre Enola Gay qui est quand même un titre d'ambiance et tout, après avoir parlé d'une bataille comme Iwo Jima? Et oui, alors en fait, Enola Gay, c'est totalement dans le thème de notre émission, puisque l'Enola Gay, c'était en fait le nom du bombardier B-29. Alors, pour être précisément, c'était un B-29 Super Fortress. Et c'est ce bombardier, appelé Enola Gay, qui a largué la première bombe atomique, le 6 août 45, sur Hiroshima. D'accord, Et le donc, 6 août. la bombe atomique, elle avait un nom, il l'appelait Little Boy. Little Boy. Voilà, Little Boy, c'était la première bombe atomique et elle a été larguée depuis l'Enola Gay, Donc, qui était le bombardier. Le 6 voilà. août à Hiroshima, C'est ça. le 9 août à Nagasaki. C'est ça. Alors j'ai pas traduit la chanson, mais Enola Gay, c'est en référence à D'accord. cet événement Eh historique. bien, merci Julien une nouvelle fois pour cette belle émission. Mais on a quelques petites questions qui nous sont arrivées. Voilà. D'ailleurs, oui. l'Enola Gay, il est toujours, il est dans un musée, il me semble. Il faudra vérifier. D'accord. Je crois qu'il est au musée de l'air et de l'espace aux États-Unis. Aux États-Unis. Ils l'ont gardé parce que bien sûr, c'est Ah un oui. symbole national Bien fort sûr. du côté des Américains. Et aussi un symbole de mémoire, parce que la bombe atomique, Oui, bien oui. sûr, a causé plus d'une centaine de milliers de morts, et c'est bien sûr un lieu de mémoire aussi important pour se souvenir aussi des drames Un endroit causés par mémoriel, tout à l'énergie fait. atomique. Voilà. Tout à fait. Au début de l'émission, Julien, tu nous as parlé de la stratégie du saut de puce, je me souviens. En quoi consistait-elle? Alors c'est vrai qu'habituellement, pour pour les stratégies militaires, on n'utilise pas ce type de nom. C'est vrai que ça peut être un peu étrange de parler d'une stratégie du saut de puce. Mais en fait, c'est une stratégie qui a vraiment été appliquée et c'était une tactique qui consistait à prendre les îles du Pacifique, des îles stratégiques, une à une, par bien sûr ce qu'on appelle un saut de puce. Et pourquoi un saut? Parce qu'il fallait éviter des îles qui étaient trop éloignées, trop fortifiées et bien sûr, et qui n'avaient pas forcément d'intérêt stratégique. Donc on se concentrait sur des îles principales. Vous savez, je vous ai parlé de Guam, de Saipan, là d'Iwo Jima et après Guadalcanal. Et donc, il fallait les prendre et après des bombardements intensifs et des blocus maritimes complets, c'est ce que l'on a vu à Iwo Jima, vous savez, blocus pour empêcher le ravitaillement, D'accord. puis bombardement intensif. Et donc, on peut se demander qui a élaboré cette tactique. Alors en fait, il y a une petite controverse. Les historiens pensent que ce sont en fait les états-majors de l'US Navy. Alors, on a parlé de l'USS Force, c'était l'aviation. L'US Navy, c'est la marine américaine. Et en fait, le général Douglas MacArthur, il s'est également approprié la paternité de cette tactique, mais en fait, on pense que c'est pas forcément Douglas MacArthur, qui est très important, très célèbre dans l'histoire américaine. C'est lui qui a participé à la libération des Philippines, mais c'est plutôt une tactique de la marine. On a vu que cette stratégie, elle avait atteint ses limites à Iwo Jima, car même si l'île, elle fut conquise, elle le fut après de très violents combats et sur un temps beaucoup plus long que prévu. On assiste à 6 semaines de combat alors que l'état-major avait prévu 4 jours d'assaut. En fait, après les batailles d'Iwo Jima et Okinawa, les Américains ils ont compris qu'une invasion du Japon, elle allait être très longue et surtout très coûteuse. Vous vous rendez compte que si 20 000 hommes japonais avaient été prêts à se sacrifier pour un rocher de seulement 21 km², on imagine le résultat en cas d'assaut direct sur le Japon. Parce que là, nous sommes vraiment... Là, Iwo Jima, c'était le Japon, la terre sacrée, mais quand on arrive dans l'archipel japonais, on est sur encore une étape au-dessus. Et il y a pourtant un plan qui a été imaginé, qui était l'opération Dawnfall, et qui avait même programmé le 1er et pour le 1er octobre 45, le débarquement des troupes des Marines américains sur le Japon, mais en fait, cette opération n'a, on va dire, heureusement pas eu lieu, car il y a eu le largage des bombes atomiques et la capitulation du 2 septembre a mis fin à ce projet, mais on peut imaginer, vu le désastre, voilà, la vitalité des combattants japonais pour défendre leur sol, vous imaginez qu'on aurait pu assister à des drames de centaines de milliers de morts. Enfin, même en 1945, quand la guerre était perdue, les Japonais continuaient à apprendre aux enfants comment manier le bâton, parce qu'ils n'avaient plus d'armement, quoi. Mais des jeunes étaient endoctrinés encore pour combattre les Japonais, pour défendre leur sol. Enfin, il faut vraiment s'imaginer qu'ils avaient ils se battaient pour leur empire, pour leur sol, et aussi pour l'honneur. Et c'est pour ça qu'on a très peu
à Iwo Jima de personnes qui se sont rendues, parce que pour eux c'était le déshonneur complet, il fallait mourir en tant que en combattant, héros. en héros, voilà. Héros. Et parce que non seulement la honte était pour eux-mêmes et pour leur famille, et quand on parle de ça, je fais une petite parenthèse, à Okinawa, on avait même des civils qui préféraient se jeter des falaises avec leurs enfants plutôt que de tomber aux mains des Américains. Donc, les Américains, ayant vu ça, ils se sont dit que ça allait être quand même très compliqué de prendre pied sur le sol japonais, quoi. Voilà. Alors, Julien, le cas d'une résistance acharnée, on peut dire, des Japonais, est-il général ou bien seulement lié et spécifique à la bataille dont tu nous viens de parler d'Iwo Jima? Eh ben, pendant la guerre du Pacifique, c'est vrai qu'il a été quand même très difficile de déloger les Japonais. En fait, ils avaient une tactique. En fait, ils prenaient les îles, les Japonais, ils s'implantaient sur un territoire et ils les fortifiaient dès le début. On a vu Iwo Jima a été fortifié dès l'arrivée du général Kuribayashi en juin 1944, donc ça laisse plusieurs mois de préparation. Et les Japonais prenaient parfois des îles en quelques jours, mais par contre les Américains prenaient parfois plusieurs semaines pour les récupérer, tellement ils étaient passés maîtres dans l'art du camouflage, des constructions défensives, etc. Je vais donner quelques exemples. En fait, la première grande bataille terrestre du Pacifique, c'est la bataille de Guadalcanal, qui s'est déroulée entre le 7 août 1942 et le 9 février 1943. Elle a donné lieu à de violents combats entre les 36 000 défenseurs japonais et les 71 000 soldats américains. Vous avez un rapport de force de presque 1 pour 2. Sur cette île, la défense, elle fut aussi farouche, avec une utilisation très intelligente du relief et aussi de la jungle. Parce que vous imaginez que nous ne sommes pas sur un territoire de plaine et qu'il est plus facile de défendre à la fois des zones qui sont en relief et des jungles que des territoires qui sont plats. Pour reprendre cette île, il a fallu 6 mois de combat. Et comme je l'ai dit tout à l'heure, les Japonais s'étaient rendus maîtres de Guadalcanal en quelques jours, en mai 1942. Pour avoir pris cette île en quelques jours, les Japonais se sont retirés après 6 mois de combat. On peut aussi citer d'autres campagnes coûteuses, avec la libération des Philippines, organisée, comme je l'ai dit tout à l'heure, par le général MacArthur. Quand il quitte les Philippines, il dit cette phrase célèbre « I'll be back, je reviendrai ». Et donc il tient sa promesse, et donc il prend les Philippines après plusieurs mois de bataille, ou encore les batailles de Saipan ou de Guam. Ce sont des îles et qui, pareil, les Japonais se sont battus pied à pied sur ces îles. Les Japonais, ils étaient résolus à se battre partout où ils se trouvaient. D'ailleurs, pour eux, le bilan de la guerre du Pacifique, il est terrible, avec pas moins de 1 740 000 morts. Et ça, c'est juste la guerre du Pacifique. Je ne compte pas les pertes causées pendant la campagne de Chine, parce qu'on peut encore rajouter plusieurs centaines de milliers de soldats. Dans l'esprit des Américains, le front du Pacifique, il n'est pas du tout secondaire par rapport à celui des Européens. Les combats y ont été d'une grande intensité. On l'a vu avec Iwo Jima, avec Guadalcanal, après avec Okinawa. Et régulièrement, encore aujourd'hui, on a des documentaires, des séries ou des films qui retracent la vie des Marines durant la guerre du Pacifique. Si je devais en citer quelques-uns, parce que c'est vrai que les exemples sont légion, je vais en citer une. Il faut la regarder, c'est la série The Pacific, qui a été créée par Steven Spielberg et Tom Hanks. Rien que ça, qui retrace très bien la guerre du Pacifique et la violence des combats, où, quand je parle de combat, on peut parler parfois même de boucherie, parce que c'est vrai que c'était vraiment des combats âpres, parfois même au corps à corps. Et dans un autre registre, pour moi, un film qui est un chef-d'œuvre qui s'appelle La Ligne Rouge. En anglais, il s'appelle The Thin Red Line. Mais tu parles bien anglais, dis donc, Julien. Je m'améliore. Réalisé par un réalisateur qui s'appelle Terrence Malick et qui retrace les combats de Guadalcanal. C'est un film qui est peu connu, mais il est très dur parce qu'il retrace les combats, mais il est très poétique parce qu'il parle aussi de la nature, de la condition des hommes en temps de guerre, la fraternité, etc. Regardez-le, il est un peu long, il doit faire 2h50, mais c'est un chef-d'œuvre. Et avant de finir, pour illustrer la résistance japonaise, en fait, je vais vous citer une journée historique, c'est le 9 mars 1974. Ce sera pas même le 11 mars. Pardon ? Ce serait pas le 11 mars. Et j'ai dit quoi ? Le 9. Ah non, c'est le 11 mars 1974. Et en fait, le 11 mars 1974, c'est la date à laquelle le dernier soldat japonais, qui s'appelle le lieutenant Onoda, il s'est rendu 29 ans après la fin de la guerre. C'est-à-dire, il était aux Philippines et il continuait à combattre avec 2 autres de ses hommes. Et il n'a jamais cru à la reddition japonaise parce que pour lui, il était impensable que le Japon se rende. Et il a continué à combattre, à harceler les troupes aux Philippines pendant 29 ans. Et vous imaginez bien que 30 ans à combattre seul, c'est long. Et on a fini après par le capturer, pardon.
Et les Américains l'ont un peu absous de ça parce qu'il était même pas au courant que la guerre était terminée. Pour lui, c'était inimaginable. Et donc, ce lieutenant Onoda s'est rendu le 29 années après la fin de la guerre. C'est dire l'opiniâtreté des soldats japonais. La force de caractère des Japonais. Qui n'osaient même pas croire à la fin de la guerre, quoi. Pour certains, parce que vous imaginez qu'en 1945, les Philippines, c'était loin, il n'y avait pas des moyens de communication, ils n'avaient pas accès à la presse. Et donc, ils voulaient se battre de leur côté, quoi. Enfin, c'est assez incroyable. 30 ans pour que le dernier soldat japonais se rende. Officiellement. Voilà. Merci, Julien, pour ce brillant exposé sur la bataille d'Iwo Jima, février-mars 1945. Tu vas nous parler de quoi le mois prochain? Eh ben, on se retrouvera le 4 mars. Je crois, si j'ai pas fait l'erreur dans mon agenda. Tout à fait, le premier vendredi du mois. Mais par contre, on se retrouvera de 13h à 14h. De 13 à 14, c'est ça. Et on va prendre la direction de Rome, parce qu'on va évoquer un événement très célèbre qui a changé le destin. Alors, on va dire de l'Europe, mais on va dire le destin du monde, parce que le monde, c'était l'Europe. Enfin, ça s'appelait pas l'Europe, on va dire le bassin méditerranéen. On va être le 15 mars 1900... Pardon, j'ai du mal, hein. Le 15 mars 44 avant Jésus-Christ. Donc on fait un bond de 1900 ans par rapport à aujourd'hui. Voilà, et on va parler de l'assassinat de Jules César. Tout coquet-fili. Et après, au mois d'avril, on fera quelque chose de plus local, puisqu'on parlera d'histoire de la Savoie. D'accord. Avec l'occupation de la Savoie par la France de 1536 à 1559. Le 2 avril 1536, Turin capitule et c'est la première fois que les Français occupent la Savoie. François Ier, Henri II, enfin, ça va être passionnant. Donc ça, ce sera au mois d'avril, mais donc le 4 mars de 13h à 14h, retrouvez Julien qui va nous parler de l'assassinat de Jules César. On va sans doute entendre parler de Brutus. Julius Caius César, s'il te plaît. D'accord. Un peu de précision. On va sans doute entendre parler de Brutus. Tout à fait. Eh bien, merci Julien, restez fidèles. En tout cas, merci pour votre fidélité, pour votre écoute à cette émission et à nos programmes de Radio Grand Lac. Ce soir de 19h à 20h30, c'est notre ami Lolo qui revient avec Music by Lolo, votre apéritif musical du vendredi soir, tout à fait, à consommer avec modération bien sûr. Donc avec la musique rock, la musique pop, Lolo qui est un grand connaisseur de tout cela. Demain, de 21h30 à 23h30, c'est Corentin et son équipe pour le retour de 120 minutes actu. Cette émission des jeunes que vous aimez bien. Et puis, quant à moi, j'aurai le grand bonheur de vous retrouver dimanche matin de 10h à 11h pour l'accordéon. C'est ma passion. En tout cas, il est 13h28. Julien, encore un petit mot? Eh ben non, tout va bien. On se retrouve le 4 mars. On se retrouve le 4 mars avec toi, Julien. Merci. Merci beaucoup. Bon après-midi. Restez fidèles à ce grand bain de la vie locale, la radio autrement, cette radio de cœur que l'on construit chaque jour avec vous et avec passion. À bientôt, les amis. 92.1 radiograndlac.com. À bientôt. Radio Grand Lac sur 92.1.